Bonjour chère auditrice, cher auditeur. Bienvenue sur Mon Pas de Côté, le podcast qui te donne la parole et met en valeur ton expérience et ton audace. On m'a dernièrement fait un super feedback. En osant actionner de nouveaux leviers dans ma vie, il paraît que j'ai donné de l'énergie à d'autres pour se lancer. On appelle ça la modélisation en psychologie. Alors, je te propose de venir à mon micro pour me parler de ta personne et permettre à d'autres de modéliser sur toi. Prêt? Prête? À raconter ton pas de côté? C'est parti! Bonjour France! Bonjour Odine. Je suis ravie d'être à ton cabinet aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir ici. Merci. Peut-être que dans un premier temps, tu pourrais te présenter. Alors, je t'écoute. Alors, je m'appelle France Brécard. Je suis psychopraticienne et aussi formatrice à l'école d'analyse transactionnelle de Paris. Donc, je suis aussi la gérante et la personne qui s'occupe avec notre directeur administratif de tout ce qu'il y a à faire, du suivi du travail avec l'école. Les coulisses de l'école. Les coulisses de l'école. Donc ça veut dire que je m'occupe à la fois des comptes, de la communication, du rapport avec les élèves. Je suis un peu tout terrain. Il y a combien d'élèves à peu près? Alors, il y a à peu près 150 élèves sur 5-6 années, 7 années de formation. Okay. Entre le début de la base et la fin. Donc beaucoup de travail. Il y a pas mal de travail, oui. Et d'où tu viens alors? Alors, je viens du lycée Victor Duruy, où j'ai fait toutes mes études de la secondaire du jardin d'enfants au bac. Alors, Victor Duruy, c'est quoi symboliquement? Alors, Victor Duruy, c'était un très grand lycée parisien quand j'étais jeune, et dont on disait que c'était le meilleur lycée de Paris. D'accord. C'est ce qu'il disait. Et quand on n'était pas gentille et pas contente, les profs nous disaient, si vous n'êtes pas contente, il y a 10 personnes qui attendent votre place. Waouh. Okay. Ouais. Donc, comme moi j'étais entrée à 4 ans, j'avais une espèce de chemin tout tracé jusqu'au bac. Voilà. Et ça t'a appris quoi alors d'être dans cette excellence-là? Ça m'a appris à être belle. Ok. Et à me bagarrer sans arrêt avec les profs, mais j'ai réussi à tenir jusqu'à la fin. C'était -1 à la fin. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce la directrice a écrit une lettre à ma mère disant qu'en cas d'échec au baccalauréat, je ne serais pas admise à redoubler en terminale parce que je n'avais pas l'esprit scolaire. Ce à quoi ma mère a répondu, très bien, qu'elle était très étonnée puisque je n'avais jamais été dans un autre établissement que celui-là et qu'elle ne comprenait pas pourquoi je n'avais pas l'esprit scolaire. Tu lis quoi comme petite ligne dans ce discours-là? Je ne suis pas trop responsable des bêtises de ma fille. Bien répondu. Voilà, mais c'était une époque où on était très serrés. Les profs étaient plutôt âgés, c'était des vieilles bonnes femmes qui n'aimaient pas les enfants. Ok. Et je pense que j'ai compris là quelque chose qu'on ne pouvait pas enseigner sans avoir un lien avec les enfants. Je l'ai compris dans ma rébellion, mais c'est intéressant que je sois prof maintenant, parce que j'avais décidé que je ne serais jamais prof, à cause de cet exemple de ces vieilles bonnes femmes qui essayaient de nous coincer tout le temps, quoi. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de réparateur? Non, je ne dirais pas de réparateur, parce que j'ai souffert dans cette école, mais en même temps, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à me débrouiller, ça m'a appris à réfléchir, ça m'a appris quand même pas mal de choses. Et en termes de valeurs, alors, qu'est-ce que ça t'a inculqué? Peut-être la force de la rébellion.
Alors, tu parles 2 fois là de rébellion. C'est quoi ta rébellion à toi? Alors, moi, j'ai une théorie là-dessus. J'ai des théories sur beaucoup de choses. Je pense pas que j'étais rebelle. J'étais considérée comme une rebelle et une jeune fille difficile. Mais moi, je pense que j'étais une résistante. Ok. Et la différence, c'est que je pense qu'il y avait quand même de l'adulte là-dedans parce que je pense que je trouvais que c'était pas normal qu'on nous traite mal comme ça. Une sorte de résistance à l'oppression Oui, scolaire. oui. Et à la domination du fort contre le faible. Donc c'est peut-être ça que ça m'a appris. Ok. Mais je dirais que les valeurs que j'ai apprises, c'est plus... moi, je suis protestante, j'étais à l'école du dimanche, j'étais aux éclaireuses. Et c'est dans ces lieux-là que j'apprenais les valeurs d'entraide, de solidarité, de respect de l'autre, je dirais. C'est pas au lycée. Donc, tu viens et du lycée et de l'école du dimanche et des éclaireuses. Voilà. Qui était très importante pour moi quand j'étais enfant, parce que c'était un endroit de respiration. De respiration? Oui, parce que justement, c'était un endroit où on nous laissait beaucoup de liberté Oui. et où on pouvait faire des expériences, des essais, de se débrouiller tout seul, et tout ça dans une atmosphère plutôt chaleureuse et positive. T'as un souvenir à nous partager, marquant de cette période-là? Eh ben, je suis partie en week-end avec une copine. On faisait des expéditions. Ouais. Et on est parti 2 jours. On avait 14 et 15 ans. Même pas, peut-être 14 ans, je sais plus. Faire 2 jours toute seule, à dormir dans une ferme, à rencontrer des gens. Et on nous faisait confiance. Et je pense qu'on ferait plus jamais ça avec des enfants maintenant. Tu te sentais comment à ce moment-là? Libre. Libre. Hein. C'est important la liberté pour toi? Ah, c'est fondamental. Ça fait partie de tes valeurs? Oui. Et à cette époque-là, tu disais, plus tard, je serai... Alors, pas prof, normalement, mais... Alors, pas prof, ça c'était sûr. Ma mère m'avait dit, ah, t'es bonne en gym, tu pourrais faire prof de gym. J'ai dit ça jamais. Moi, je voulais être architecte. D'accord. Donc, construire. Qu'est-ce que tu aimais dans ce métier-là? Alors, je pense qu'il y avait un souci esthétique. J'ai toujours été sensible à la beauté des choses et à la beauté des maisons. Et peut-être aussi l'idée qu'on est dans la construction de quelque chose. Mais ça, c'était pas très... C'est peut-être quelque chose que je sentais, mais c'est pas quelque chose que je savais. Ce que je savais, c'est que ça m'intéressait de construire des maisons. Sauf que moi, j'ai été élevée par ma mère toute seule, donc c'était elle qui faisait les rôles de père et de mère. Et quand je lui ai dit que je voulais être architecte, elle m'a dit « moi vivante, jamais ». C'était un peu lourd. Oui. Oui, parce que les beaux-arts à l'époque n'avaient pas très bonne réputation et on pensait que les filles se faisaient violer, ce qui n'était peut-être pas tout à fait juste, mais peut-être pas tout à fait faux. Donc elle a voulu protéger sa fille. C'était dangereux de faire des études d'archi. Alors, c'était dangereux, c'est ce qu'elle pensait. Ouais. C'était pas forcément vrai, mais c'était l'image qu'elle en avait. D'où la réaction... Violente. Ouais. Donc, je savais pas trop quoi faire. J'étais bonne en maths, mais je me suis dit je vais faire une école d'ingénieur, mais j'étais très mal avec mon prof de maths. Et pour postuler aux écoles d'ingénieur, il fallait avoir une attestation du prof de maths. D'accord. Qui voulait pas me la faire. Donc, oui, j'étais un peu rebelle. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller à la fac en maths, physique, chimie. Ok. Donc, je me suis inscrite à MPC. Et là, ça a été horrible. Une catastrophe. Il y avait un amphi de 300 élèves avec un prof loin là-bas qui faisait des trucs au tableau. Je ne comprenais rien à ce qu'il faisait. À un moment, c'était au cours de physique, je crois. Je me suis penchée vers mon voisin et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ouais. Et il me dit, il fait des intégrales triples. Alors je dis, ah bon, c'est quoi ça?
Il me dit, oh, mais t'en fais pas, on apprend ça en maths à la fin de l'année. Ok. On était au début de l'année. Et je lui dis, mais alors comment on fait? Il me dit, bah comme moi, on redouble. Waouh. Waouh! Alors je l'ai regardé et je me suis dit, ouais, ça, alors ça, je crois pas que c'est pour moi. Ouais. C'était encore une façon d'enseigner, mais complètement folle. Et du coup, j'ai commencé à sécher les cours, à pas y aller. J'ai beaucoup augmenté ma connaissance du cinéma. Ok. J'étais au cinéma à peu près tous les après-midi. Au Champollion, c'était pas cher. Et puis, je me suis pas inscrite il fallait qu'on s'inscrive en février pour les examens, je me suis pas inscrite. Donc, j'étais un peu embêtée quand même. Parce que j'étais un peu sans but. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Et puis, j'avais entendu parler d'une école qui s'appelait HCCJF. À l'époque, ça s'appelait HCCJF parce que c'était l'équivalent d'un HCC, mais pour les filles, parce que ça dépendait de la chambre de commerce, et ces messieurs de la chambre de commerce pensaient que si on mélangeait les filles et les garçons, ça serait dangereux. Et donc, ils avaient dit, on ne peut pas faire ça parce qu'il faudrait une pouponnière à côté. Waouh. Waouh! Je viens de loin, hein? Donc, il y avait cette école d'HCCJF. Je me suis dit, finalement, je suis assez bonne. Il fallait des maths, il fallait un peu de français. J'étais un peu assez bonne dans toutes ces matières. Je me suis dit, bon, je vais me présenter. Il y avait un examen en septembre. Ok. Parce que ça permettait aux filles qui sortaient du bac de passer leur Malin. concours. Sauf que moi, je n'ai pas travaillé et j'ai été collée au concours. Donc, je me suis dit, bon, là, ça y est, il va falloir quand même que je revienne à des choses plus sérieuses dans ma vie. Donc, je me suis inscrite à une préparation qui était assez bonne. Et c'était pas très dur parce que c'était le programme de terminale, en fait. D'accord. Donc, j'ai été reçue à HCCJF sans problème l'année d'après. Voilà. Et j'ai fait 3 années d'école là, où c'était pas tellement mieux vis-à-vis de l'enseignement. Ça se répète. Ça se répétait un peu, j'étais un peu rebelle toujours. Mais j'ai rencontré des filles, je me suis fait des amis. Et puis il y avait l'association des élèves, ça c'était assez marrant. Ouais. Et avec une copine, on s'est proposé d'être celle qui était celle qui faisait les fêtes. D'accord. Donc on a organisé le bal de l'école. Hyper sympa. Et ça, c'était sympa. Et on a fait pas mal de choses comme ça. Donc on s'est chargé de la communication de l'école pour le bal, de chercher une... Enfin bon, ça nous mettait dans le bain plutôt. Et puis c'était des relations amicales importantes. Donc je suis sortie avec mon diplôme et j'ai cherché du travail. Et moi, j'avais un peu l'idée de faire de la publicité, mais quand j'ai dit à l'association des anciennes élèves que je voulais faire de la publicité, est-ce qu'ils avaient des quelque chose, ils m'ont dit, oh non, il n'y a pas de travail chez les fous. Donc, d'accord. De nouveau, j'étais pas conforme, quoi. Et du coup, j'ai dit, mais est-ce que vous avez des trucs pour moi? Ils m'ont proposé de postuler un poste chez Schlumberger. D'accord. Une super et grande entreprise protestante qui fabriquait du matériel pour les pétroliers et qui travaille dans le monde entier. C'est une très très grosse entreprise. Donc ma mère était très contente. Donc j'ai été postulée à ce poste. C'était pour être assistante du directeur de l'exportation. Waouh, ok. Je me suis dit, ah, ça peut être sympa, peut-être je vais voyager. Alors quand j'ai demandé qu'est-ce que fait l'assistante, elle dit, ah, ben, elle s'occupe des voyages du directeur, mais elle reste au bureau. Mais bon, j'ai passé les tests et tout, et à la fin, j'ai été choisie. Bravo. Ils m'ont appelée, ils m'ont dit que j'ai été choisie pour ce poste. Et là, un grand moment de panique m'a pris, et je me suis dit, mais je ne peux pas y aller. Et donc j'ai discuté avec ma mère, je lui ai dit, tu sais, non, je crois que je vais refuser ce poste. Et elle a été sympa, elle m'a dit, écoute, si tu le sens pas,
tu vas trouver du travail ailleurs. C'était pas une période où on trouvait pas de boulot. Qu'est-ce qui allait pas pour toi dans ce poste-là? Ah, c'était l'enterrement de première classe. Ok. Les bureaux, c'était sinistre. Je me suis dit, je vais mourir là. Je me suis dit, Il manquait la créativité. il manquait la créativité, il manquait le lien, il manquait beaucoup de choses, quoi. Alors, Donc très austère en fait. austère, oui, très protestant. Alors moi, je connais bien les protestants parce que j'ai été élevée là-dedans. Ils sont pas que ça, mais il y a un côté d'austérité qui est... Ça peut exister aussi. Ça peut exister aussi. C'est certainement une bonne boîte, hein, mais je sais pas, j'aurais pas tenu, je crois. C'était pas dans ton ADN? C'était pas dans mon ADN. Donc j'ai dit, je vais travailler dans la publicité. Et là, comme j'avais fait une école commerciale, j'ai dit, je vais travailler comme assistante de chef de publicité. Alors pourquoi on disait que c'était les fous, les pubards? Parce que c'était des années 60 et c'était tout le début de la publicité. Et pour les gens comme HEC, c'était pas des gens sérieux. D'accord. Ils avaient un peu raison parce que j'avais un collègue longtemps après qui disait « On s'emmerde ici, mais au moins on travaille pas. » Effectivement, c'est un travail qui est joyeux. Oui. Et justement, par rapport à tout ce que j'avais vécu, le travail n'était pas joyeux. Non. C'est ça, je pense, la différence. Et donc, j'ai commencé à chercher du travail, et puis j'ai trouvé du travail dans une petite agence qui s'appelait Delpire, qui était une agence très, très créative, où j'étais assistante du chef de publicité. Et c'était sympa, j'aimais bien les créatifs, j'aimais bien ce qu'on faisait, c'était très, très créatif ce qu'ils faisaient. T'as bossé sur quelle pub? Alors, j'ai bossé sur Citroën, il avait surtout un gros budget, c'était Citroën. D'accord. Et après, je me souviens plus, on a fait des trucs dans l'immobilier. Mais malheureusement, comme souvent dans ces petites boîtes, le patron a ses têtes. Oui. Et mon patron, tout d'un coup, il n'a plus la tête de l'emploi. Il s'est fait virer. Ok. Et du coup, moi, j'étais un peu en surnuméraire. J'ai pas plu à la fille qui l'avait remplacée. Et j'ai été virée aussi. Bon. Donc c'était un peu dur, mais c'était des expériences, hein. Bien sûr. Et à l'époque, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai trouvé du travail dans une agence très marketing, comme assistante du directeur de marketing. Ça ne s'est pas bien passé non plus. Au bout de mes 3 mois, ils m'ont dit qu'il fallait que je m'en aille. Donc, voilà. Mais ça apprenait des choses. Je pense que je n'avais pas l'esprit vraiment à ça. Ouais. Mais en fait, tu faisais ton chemin et J'apprenais t'apprenais que c'était pas ça à chaque fois. C'était pas Oui. le lieu pour toi. Oui. Et puis, quand j'étais dans cette boîte, j'étais aussi assistante de chef de publicité, j'avais travaillé avec Europe numéro 1 qui avait un département qui écrivait les textes publicitaires, D'accord. les messages radio. Donc, j'avais eu un bon contact avec le gars qui était venu me voir. Je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai pas de boulot. Est-ce que vous voyez beaucoup d'agences? Est-ce que vous entendez parler de quelque chose ou tout? Il m'a dit, bah écoutez, je vais voir, je vais en parler, je sais rien. Et puis, peut-être un peu de temps après, il y a une femme qui m'a appelée et qui m'a dit, moi je suis rédactrice, est-ce que vous voulez venir me voir? Alors j'ai dit, bah oui. Et elle m'a dit, bah, on va faire un test, on va voir comment vous écrivez des messages publicitaires. Alors j'ai dit, bah d'accord. Et puis j'ai fait ça et puis elle m'a pris. Conceptrice, rédactrice. Conceptrice, rédactrice de messages publicitaires à la radio. Ce qui était sympa et à la fois un peu répétitif. Ouais. Mais bon, c'était très sympa, l'ambiance était très sympa. De nouveau, je retrouvais quelque chose où il y avait de la convivialité, on rigolait bien. On était tous dans une grande pièce. On travaillait les pieds sur la table en rigolant. Et bon, voilà. Donc, et on avait un patron,
j'ai trouvé que c'était un de mes meilleurs patrons, qui était à la fois assez rigoureux et très ouvert, D'accord. et qui nous laissait beaucoup de liberté. Et je Et ça, c'était important pour toi. C'était important pour moi. Du coup, j'ai travaillé là pendant un coup de temps, et puis après, j'ai trouvé que j'allais pas faire des messages radio toute ma vie, qu'il fallait que j'entre dans une agence. Donc, j'ai cherché du boulot dans une agence, c'était compliqué, enfin bon bref, je vais faire court, j'ai fini par entrer à VAS. C'est hyper intéressant. Ah oui? Ah oui. J'ai fini par entrer à VAS Conseil comme rédactrice publicitaire de tout, De grands groupes publicitaires. de grands groupes ouais. publicitaires, et là j'avais ce que je voulais. Qu'est-ce qui a changé cette fois-ci pour que tu t'y sentes bien et que tu restes? Alors, il se trouve que le gars qui m'a engagée, je le connaissais très bien, et qui m'avait connue chez Delpire, et que c'était devenu un ami. Donc, c'est parce qu'il était aussi mon ami qui m'a engagée, mais il m'a fait confiance. Oui. Il m'a fait confiance parce que il me connaissait comme ça, il connaissait qui j'étais, il voyait comment j'écrivais, mais j'avais jamais fait d'annonce publicitaire, j'avais fait que des messages radio. Mais il voyait que j'avais une bonne plume. Donc, on était donc c'était une très grosse agence qui changeait, qui était très ringarde et qui devenait moins ringarde. Et lui, il était un de ceux qui avait été engagé pour donner une vision plus moderne à la publicité. Donc, bon, il y avait beaucoup d'histoires avec les commerciaux, enfin bon. Mais on rigolait bien et on travaillait bien. Mais lui, c'était quelqu'un qui était assez difficile. Il était assez difficile avec nous. Et en même temps, très amical. Mais il était très exigeant. Donc, il m'a beaucoup appris à travailler, quoi. Et c'était une exigence différente de celle que tu avais pu connaître dans ton enseignement scolaire. Oui, oui, oui. Parce que à la fois, il créait du lien, et à la fois, quand il n'était pas content, il le disait. Mais il nous poussait, quoi. Mais c'était pas quelque chose... il n'y avait pas un côté je suis plus moins, je dirais. C'est peut-être ça. La grande différence. Parce que nous, on pouvait lui discuter avec lui, quoi. Oui. C'est une grande différence. Mais il avait un caractère de cochon. Et avec les patrons de l'agence, ça marchait pas toujours bien parce qu'il les engueulait aussi. Ok. Et donc, à la fin, il s'est fait virer. Et on a tous été virés avec lui. Mais bon, alors lui, il a fait son chemin. Moi, j'ai retrouvé du boulot. J'ai fait ce boulot pendant un certain temps dans différentes agences. Oui. Et après, j'ai fait ça quand même pendant 15-20 ans, hein, dans beaucoup d'agences. Mais je me suis dit, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Qu'est-ce qui a déclenché cette prise de conscience-là? Parce que je voyais que c'était pas bien d'être vieux dans ce métier. Que les jeunes, que quand on vieillissait, on devenait une vieille rédactrice et que les jeunes rédacteurs nous méprisaient avec ardeur. Et je voulais pas ça, moi. Je voulais rester... C'est pas que je voulais rester chef ou n'importe... Je voulais toujours... Je pense que je voulais avoir un rapport sain avec les gens. Et enfin, dans ce que tu dis, c'est resté aussi respectable. Et respectable, oui, voilà. Du respect. Ouais. Et ce qu'on dit en analyse transactionnelle, une position plus, quoi. Oui. Que j'ai toujours recherché, finalement. Sans le savoir. Et alors, à ce moment-là, tu te dis, bon, je vais pas continuer ma carrière là-dedans. Il faut que je trouve un autre boulot. Et c'est là que tu as fait ton pas de côté. Alors, j'en avais fait plusieurs, quand même. Bien sûr. Mais je l'ai pas fait d'une façon volontaire comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui laisse les choses venir à moi. Et j'avais une amie qui était une amie de notre couple, qui était aussi dans la pub, et qui un jour me dit « Oh, j'ai rencontré des gens vachement bien qui font de l'analyse transactionnelle. » Ok, je dis « Ah bon, qu'est-ce qu'ils font ?» Alors, elle m'explique un peu. Et puis, elle me dit, il y a un type en Amérique qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?»
Et je me dis, mais on l'a ce bouquin à la maison. Et mon compagnon l'avait acheté parce que, il avait beaucoup d'humour, il disait, je l'ai acheté parce que je me demande toujours ce qu'il faut que je dise dans l'ascenseur après avoir dit bonjour. Sauf que ce bouquin n'était pas du tout là-dessus. Et moi, je l'avais lu en travers, ça m'avait intéressé, mais j'avais pas beaucoup adhéré. Enfin, j'avais adhéré sans adhérer, quoi. Et puis, donc, ma copine Marisha, parce qu'elle s'appelait Marisha, me dit, mais je fais un truc à la maison où ils vont présenter ce qu'ils font, les Jaouis. Je dis, ah ben, je vais venir. Et donc, je rencontre Giza Jaoui, que je trouve très intéressante. Et elle dit, je vais faire un groupe. Alors, elle ne dit pas un groupe de thérapie, elle dit un groupe sur la communication, sur... Oh, je dis, tiens, j'irais bien à ce truc-là. Et avec Marisha, ma copine, on dit, on irait bien. Et puis, je reste assez passive par rapport à ça. Je dis, on irait bien, mais je ne l'appelle pas, je fais rien. Je dis, oui, j'irais bien. Et puis Marisha me dit, mais tu sais, Giza, elle dit que si tu veux, il faut... Je dis, ah oui, c'est vrai, il faudrait que je l'appelle. Puis je ne l'appelle pas. Et elle m'appelle, cette Giza. Et alors je parle avec elle, et elle me dit, venez me voir, je vais vous expliquer ce que c'est. Et là, je la rencontre, et ça paraît... J'avais une crise dans mon couple, j'avais une crise dans mon boulot. Je me dis... ça va peut-être me faire du bien de travailler un peu sur moi. Et du coup, je décide de faire le groupe avec elle. Et ma copine Marisha ne vient pas. Finalement. Finalement. C'est intéressant. Et du coup, j'ai commencé ce groupe sans savoir vraiment pourquoi. C'était plutôt personnel. Ça s'appelait pas vraiment groupe de thérapie, mais c'était quand même un groupe de thérapie. Je me suis vraiment intéressée à ça. Et à un moment, il y a quelqu'un dans le groupe qui parle de la formation. D'accord. Et du coup, je dis, mais c'est quoi la formation Et je m'intéresse à la formation. Et Giza m'explique, et je dis, ah oui, tiens, je pourrais peut-être faire ça. Et c'était pas du tout dans l'idée d'être thérapeute, c'était... Alors, on parlait pas de coaching encore, mais moi, mon idée, c'était plutôt de faire du coaching, justement, d'aider les gens dans les entreprises, de faire ça. Donc, je dis, oui, je pourrais faire cette formation. Et je m'inscris à la formation. Et Giza me dit, tu sais, ça va te prendre du temps et de l'argent. Je dis, oh, je m'en fous, j'en ai. Et c'est intéressant parce que j'avais pas un but final d'être formateur en analyse transactionnelle et d'être gérante d'une école. J'ai avancé pas à pas en me disant, ça me servira toujours. Tu as été dans l'accueil de ce qui se présentait Oui. Et de ta curiosité. Voilà. Et du coup, j'ai commencé la formation, j'ai avancé dans la formation, je me suis installée, au bout d'un temps, je me suis installée. Après, j'ai eu des clients. Alors, pour ceux qui ne savent pas forcément, ça veut dire quoi s'installer ? Ça veut dire avoir un cabinet, recevoir des gens comme... Alors, à l'époque, on était thérapeute, psychothérapeute, coach, enfin, on était un peu tout. Mais je me suis professionnalisée, en fait. Ouais. Et du coup, comme je n'étais pas psychologue au départ, je me suis dit, il faut que j'ai quand même des certifications, parce qu'un jour, on va m'embêter, que j'ai rien qui dise qui je suis. Donc, je me suis prise au jeu de passer la certification d'analyse transactionnelle de thérapeute, de psychothérapie. Et puis après, je me suis prise au jeu de faire de la formation. Et à l'époque, nos formateurs, donc il y avait Giza qui était nos formateurs, il y avait Isabelle Crespel, il y avait des gens que j'avais rencontrés bien sûr dans ma formation. Ils ont décidé de fonder une école. Au lieu de faire chacun leur formation de leur côté, de se regrouper pour former une école. Oui. Et mon ami Laurie Hawkes et moi-même, qui étions les benjamines de cette histoire, ils nous ont acceptés, et comme je dis toujours, après nous, la porte s'est fermée,
parce qu'on était suffisant. On était 9 formateurs, c'était déjà beaucoup. Et pendant longtemps, on n'a pas du tout ouvert la porte. Et c'était il y a 30 ans. On va fêter les 30 ans de l'école cette année. Waouh. Waouh. Ben, ça tombe bien, cette interview. Oui. Bien, justement, on pourrait prendre un petit temps peut-être pour parler de ce que propose aujourd'hui l'école après 30 ans d'existence. Bien sûr. Alors, on a beaucoup affiné ce qu'on était, et on a beaucoup changé dans l'école parce qu'on a eu malheureusement des décès, des gens qui sont partis. Donc, on a dû... le groupe de début n'est plus le même, sauf qu'il y a quand même 5 personnes des débuts qui sont encore là dans l'école et des autres qui sont arrivés, qui ne sont pas tous associés. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans le détail de la façon dont ça marche, mais l'idée, c'est de proposer un cursus de formation à l'analyse transactionnelle dans le champ de la psychothérapie, c'est-à-dire qu'on forme des gens qui sont à la fois analyse transactionnelle et alors on n'est plus psychothérapeute parce que l'État n'accepte que les psychologues comme psychothérapeutes, mais on forme des gens qui sont formés à la psychothérapie, qui sont psychopraticiens, reconnus par la FF2P. Et c'est Fédération française de psychothérapie. Voilà. Et qui est un cursus qui commence un peu au début, par une année de base, où on accepte tout le monde d'ailleurs, pas forcément des gens qui vont faire de la psychothérapie après, parce que ça peut être intéressant dans son boulot, dans le coaching, etc. Et puis petit à petit, l'entonnoir se réduit et on fait à la fois des cours de pratique, très importants, c'est-à-dire on apprend aux gens pratiquement comment être thérapeute, et des cours de théorie sur la théorie de l'analyse transactionnelle, mais aussi sur la psychopathologie, sur d'autres formations. C'est-à-dire c'est assez ouvert. Et petit à petit, les cours de pratique prennent plus de place que les cours de théorie, bien qu'on continue toujours la théorie. Et on donne une autorisation d'exercer à nos élèves sous supervision. Et la dernière partie de l'école, c'est la supervision. C'est-à-dire, pour nous, il n'y a pas de pratique de thérapie sans supervision. Tu dis que vous accueillez tout le monde, mais finalement, est-ce qu'il y aura un profil type ou plusieurs profils types de personnes que ça pourrait intéresser? Alors, on accueille tout le monde, mais quand même au niveau Bac+3. C'est-à-dire, on veut que les gens aient une certaine pratique de la réflexion ou du travail, voilà. Et on demande aux gens de faire un travail sur soi. Ça, c'est les deux choses importantes. Parce que ce qui est important pour nous, c'est autant le travail théorique et pratique que le travail sur soi. Alors, quels sont les gens qui viennent chez nous? Eh bien, c'est des gens un peu comme moi qui veulent changer de métier. Et c'est intéressant parce qu'on a des gens, évidemment, de la relation d'aide. On a des infirmières, on a des éducateurs spécialisés, on a des gens qui font peut-être de la formation ailleurs, on a des coachs, mais on a aussi des ingénieurs, on a aussi des architectes, on a aussi des avocats, on a aussi des DRH. Donc on a beaucoup de gens qui viennent de beaucoup d'endroits. Ce qu'on leur demande, c'est de travailler sur eux pour avoir justement un rapport à l'autre plus, de savoir comment l'autre nous impacte, de ne pas projeter sur lui ce que nous avons à l'intérieur. Donc le travail personnel est très important. Et ça continue aussi dans la supervision. Évidemment. Et c'est important de bien se connaître. On ne demande pas aux gens de bien se connaître au début. Souvent, ils font ce travail sur eux en même temps qu'ils font notre formation. Et une des choses que je trouve vraiment, j'allais dire épatante, merveilleuse, c'est la transformation de nos élèves. Comment, quelquefois, de quelque chose de fermé, ils commencent à s'ouvrir à l'autre, à s'ouvrir à leurs émotions, à s'ouvrir à ce qu'ils sont, à s'ouvrir à accepter l'autre. Voilà. Et donc, voilà, je fais un travail d'enseignant, ce que je ne voulais jamais faire quand j'étais enfant. Et alors, justement, c'est intéressant.
parce que tu fais exactement ce que tu voulais pas. On pourrait dire que c'est un peu ça, ton pas de côté, quelque part, par rapport à tout ton parcours professionnel. Et quand tu regardes justement cette petite France, aujourd'hui, tu auras envie de lui dire quoi? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer et accepte d'être toi-même. Accepte d'être toi-même. Et je pense que ma rébellion initiale était vraiment dans quelque chose où je n'acceptais pas d'être formatée. Et une des choses que j'aime dans mon métier, c'est que je réunis tout ce que j'ai appris à faire. Parce que je m'occupe quand même de la gestion de l'école, donc le fait d'avoir fait HEC, ça me sert un petit peu. Je m'occupe de la newsletter de l'école, donc j'écris tous les 3 mois un édito. Oui. Je travaille avec les gens qui veulent écrire des articles, je les aide, etc. Donc mon travail de rédactrice me sert. Bien sûr. Et puis, je travaille en supervision avec mes élèves. Je les aide à devenir meilleurs. Donc ça, c'est mon travail d'enseignement. Beaucoup, parce que je fais beaucoup de supervision, mais je fais aussi encore des cours. Et tout ça fait que j'ai l'impression d'avoir dans mon panier toutes les boules que j'avais au départ. Mais oui, parce que tu disais au tout début que tu voulais être dans la construction de quelque chose. Oui, T'es en plein dedans. oui, j'aide à construire. Voilà. Ouais. Et Ouais. t'as construit l'école. Et j'ai construit. T'as co-construit. J'ai co-construit. Et je trouve que ce qui est important aussi, c'est sans doute ce que j'avais enfant, c'est ce besoin d'être en lien avec les autres pour faire des choses avec les autres. Quand j'ai dit que les éclaireuses c'était bien pour moi, on construisait ensemble. Je me souviens d'avoir construit avec mes petites copines une plateforme pour mettre notre tente dans les arbres. Mais c'était du boulot, hein. C'est génial. Ah ouais. Et on voit l'archi quand même. On voit l'archi, là. J'étais chef de projet dans ce coup-là. Donc, cette construction ensemble, c'est ça que j'aime. Et j'aime bien que chacun mette du sien et que ce ne soit pas moi qui décide pour tout le monde. Je pense que ça, c'est une de mes qualités, c'est de laisser les autres être eux-mêmes aussi. Pas décider comment ils doivent être. Et les laisser venir à toi. Oui. Aussi, de la même façon. De la même façon. T'enfonces pas les portes. Non. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas mon truc. Et j'aime beaucoup mes élèves, je pense que tu le sais. Je les apprécie beaucoup et je les apprécie beaucoup dans leurs différences. Et je pense que c'est pour ça que ça marche bien avec moi en général. Voilà. Et justement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter et qui vont se reconnaître dans le fait de accepter d'être soi-même. Quel conseil tu pourrais leur donner? N'ayez pas peur, comme dirait l'autre. Je suis pas pape. Hein. Et comment on fait pour pas avoir peur? Eh ben, je pense que de ne pas avoir peur, c'est de ne pas avoir peur de l'avenir et de ne pas avoir peur du présent. Et c'est d'accepter ce qu'on est. Et d'accepter ce qu'on est, c'est d'accepter ses qualités, mais aussi ses défauts. Ouais. C'est aussi accepter ce qu'on ne sait pas faire et accepter ce qu'on sait faire. C'est d'être souple avec soi-même, en fait. C'est de la souplesse. Donc, tu leur recommandes de faire du yoga? Oui. Je viens du cours de yoga ce matin. Oui, c'est pour ça que je dis ça, ça ne m'étonne pas. Et dans le yoga, ce que j'aime, c'est que le prof dit « Faites chacun comme vous pouvez ». Mais oui, il y a une liberté. Il y a une liberté. On ne te dit pas comme ça. Ouais. Voilà. Ok. Bah, merci pour tous ces éléments. J'aurais envie de te proposer un petit exercice pour clôturer notre échange, si tu es d'accord. Je suis d'accord. Donc, c'est un exercice de visualisation.
Toi qui connais le yoga, tu connais aussi un peu l'état méditatif. Bien sûr. Donc, si tu es d'accord, je vais t'inviter à bien t'installer confortablement dans ton fauteuil. Moi, pendant ce temps-là, je ne te regarde pas, comme ça, tu es tranquille. Si c'est possible, de bien poser les pieds au sol, bien à plat, les mains sur les genoux, bien confortable, pas de croisement, afin que l'énergie circule bien dans tout ton corps. Et si c'est OK pour toi de fermer les yeux, mais ce n'est pas obligé non plus, et de prendre 2-3 respirations bien profondes et ventrales afin de détendre à l'intérieur. Et puis je vais t'inviter à te projeter dans un futur idéal en 2030, dans 5 ans. Il n'y a aucune contrainte, tu es où tu veux, avec qui tu veux, comme tu veux. Où es-tu ? La première vision qui me venait, c'était dans un grand champ plein de fleurs. Dans un grand champ plein de fleurs, ok. Et quelles sont ces fleurs autour de toi ? Les fleurs des champs plutôt. Ouais. Quelle est la lumière ? Il fait beau, c'est un printemps, fin du printemps. Ouais. Quels sont les bruits qui sont autour de toi ? Il y a des oiseaux. Ça chante. Ça chante. Tu sens des odeurs peut-être ? J'ai pas beaucoup d'odorat, alors c'est pas ma c'est pas ma truc préféré. Ok. Je suis plutôt une visuelle, moi. Ouais. Et toi, t'es habillée comment ? Sportive, comme Ouais. j'aime bien, pantalon, t-shirt, à l'aise. À l'aise. Donc, t'es dans ce champ fleuri, il fait beau, c'est le printemps. Et qu'est-ce que tu fais ? Je suis assise, bien j'aurai 90 ans ou presque, ça va être ça va être difficile d'être assise par terre, mais enfin j'essaierai, voilà. Tout est idéal. Idéal, en tailleur, je suis Alors, assise t'es en assise tailleur. en tailleur. Et qu'est-ce que tu fais comme ça ? Et ben j'ai des élèves autour de moi, Il y a des élèves avec toi. voilà. Et on discute ensemble de la vie, de la mort, du travail sur soi. Mais c'est pas un cours, c'est plutôt comme un état philosophique. Ok. Super. Et tu te sens comment ? Je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens à la fois donnant et recevant beaucoup. Quel est ton rôle à ce moment-là ? Je pense que c'est juste comme un chef d'orchestre, mais pas un chef d'orchestre dur, un chef d'orchestre qui donne la parole à chacun et qui écoute chacun, qui aide chacun à dire ce qu'il a à dire. Et ta mission de vie, ce serait quoi ? C'est important de m'aider, d'aider les autres à être soi-même peut-être, à trouver leur voie. Oui, à trouver leur voie. Et qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi dans cet élément-là et dans cette mission de vie-là ? J'ai beaucoup d'émotions et j'ai envie de te remercier de m'avoir donné l'occasion de voir ma vie dans un tout, parce que c'est comme si je la regardais par petits bouts, mais jamais complètement comme on l'a fait aujourd'hui. Ben, c'est un plaisir en tout cas. Voilà, Je te remercie. une ligne directrice comme ça. Eh bien, profite de ça, de ce que tu viens de dire, de tout ce que tu reçois, de tout ce dont tu profites là. Garde-le à l'intérieur de toi bien précieusement et profite en respirant de cet état-là. Et quand ce sera OK pour toi, tu pourras recommencer à t'étirer, enfin recommencer,
s'étirer tout court, respirer et rouvrir les yeux quand ce sera bon pour toi. Quel voyage, Ondine. Merci. Mais je t'en prie. C'était super. Mais ce que j'ai dit est vrai, c'est que je regarde jamais ma vie comme ça, Oui. enfin un petit peu, parce que vu mon âge quand même, un petit peu. Mais avec cette ligne directrice, j'avais pas senti que ça avait commencé si tôt quand j'étais enfant. Et là, pour arriver à ce futur idéal, il faudrait que tu mettes quoi en place? Que je continue ce que je fais Ah oui. et que ça continue, Ouais. que ceux que j'enseigne veuillent bien continuer avec moi aussi. Voilà. Super. Bah écoute, merci pour tout, France, pour ta confiance et pour ce moment partagé. Et tu fais ça très bien, Ondine, c'est super. Merci. Non, c'est vrai, t'es calme. Vraiment, je veux te féliciter parce que t'as vraiment le talent pour... Bon, on se connaît bien sûr, mais c'était très agréable. Merci beaucoup, France. Au revoir. Au revoir.